Bienvenue à tout le monde. C'est vraiment super de pouvoir se retrouver aujourd'hui. Moi, je m'appelle Jade Lingard, j'habite à Aubervilliers. Je fais partie, mais avec plein d'autres personnes, du collectif qui organise cette rencontre aujourd'hui, qu'on pense vraiment comme une première rencontre de tout un cycle de discussions que nous aimerions pouvoir organiser jusqu'au mois de mai prochain. Évidemment dans le contexte du Covid, donc avec toutes les incertitudes qui sont encore liées, mais j'ai envie de dire que le contexte du Covid est la raison pour laquelle on tenait presque encore plus à organiser cette rencontre, à la fois parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut pouvoir rester ensemble et continuer à construire ensemble plein de projets, et aussi parce que les questions dont on va parler sont profondément liées en fait à cette crise sanitaire du Covid, qui est plus qu'une crise, qui est vraiment la révélation d'une énorme vulnérabilité de notre société. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, on a un programme assez chargé, ce qui est super, avec plein d'intervenants qui ont bien voulu venir. Moi, je vais juste donner quelques éléments d'introduction pour expliquer à celles et ceux qui n'ont pas suivi les discussions depuis le début pourquoi et comment est-ce qu'on en est arrivé à vouloir monter ce collectif et à vous proposer de venir aujourd'hui. Donc très simplement, l'idée, si je la résume vraiment au maximum, est de lancer un mouvement pour acquérir collectivement des terres libres de droit pour Aubervilliers, pour les habitantes et les habitants d'Aubervilliers. Alors c'est à la fois follement ambitieux et en même temps hyper modeste par rapport à l'ampleur des failles systémiques dont on va parler. Mais on se dit qu'en même temps, il faut partir de là où on vit et des relations qu'on a avec les voisines, les voisins et puis les amis qui font des choses localement. Notre un peu manifeste, entre guillemets, en tout cas, les premières intentions de ce qu'on avait voulu raconter, on l'a mis en ligne, en fait, sur notre Facebook. C'était autour de l'idée de « nous sommes des urbains et des urbaines sans terre ». Et ça, c'est une phrase qu'on a empruntée à des amis du collectif des Lentillères, à Dijon. C'est-à-dire on est des urbaines et des urbains sans terre, et on veut, aujourd'hui, collectivement, recréer, retisser des liens avec des terres. Alors, cette réflexion, cette envie, pour nous, elle est beaucoup partie de l'expérience du confinement. Et pourquoi ? Parce que pendant le confinement, à Aubervilliers, comme d'autres villes pauvres, le confinement a eu des effets terribles, désastreux socialement, c'est-à-dire qu'il y a énormément de familles et de personnes isolées qui se sont retrouvées en difficulté pour se nourrir, en difficulté pour s'alimenter. Donc, juste après moi, il y a plusieurs personnes qui vont parler de leurs expériences de récupération de nourriture et de distribution de nourriture pendant le confinement. Mais pour nous, c'est essentiel parce qu'on part de là, en fait. Et juste quelques chiffres pour alimenter votre réflexion. Il y a un rapport du Secours populaire qui est sorti cette semaine, basé sur une étude qu'ils ont commandée concernant la pauvreté en France en 2020. Et il en ressort que quelques éléments pour avoir ces repères communs en tête. L'État estime aujourd'hui qu'à la fin de l'année, donc d'ici la fin 2020, 900 000 emplois auront été détruits, donc quasiment 1 million d'emplois détruits. Ça veut dire quasiment autant de chômeurs et chômeuses supplémentaires. Et ça veut dire dans des villes comme ici, des gens qui, d'un coup, se retrouvent sans revenus. Pourquoi ? Parce que c'est toutes les personnes qui occupent des emplois intérimaires, des emplois parfois carrément non déclarés, des contrats qui ne donnent pas accès au chômage partiel. Donc ça dit là à quel point c'est massif, cette problématique. D'après cette étude du Secours populaire, il en ressort que 1 Français sur 3, jusqu'à 1 Français sur 3, dit avoir subi des pertes de revenus depuis le confinement, et que ces pertes de revenus, elles ont une conséquence directe sur des privations alimentaires. Et donc là, encore, ce sont les chiffres de l'étude du Secours populaire. Alors, c'est une étude, donc évidemment, avec tous les biais qui vont avec, mais je pense que ça donne quand même une idée
du niveau de la gravité de ce qui est en train de se passer. Donc, par rapport à l'année 2018, les personnes qui ont été interrogées par le Secours populaire, 29% d'entre elles, donc quasiment 30%, disent se limiter tous les jours sur leur alimentation en fruits et légumes frais, donc 29%. Il y a à peu près 23% des personnes qu'ils ont interrogées qui disent que le prix des aliments vus comme sains, le prix de ces aliments est trop cher pour qu'elles puissent les acheter. Les privations sont également quantitatives. Les personnes qu'ils ont interrogées, parmi elles, une personne sur 4 dit se restreindre sur les quantités de nourriture dans son assiette. Une personne sur 7 sauter des repas. Ça, c'est en général. Et évidemment, si on descend dans l'échelle de revenus, les chiffres sont beaucoup plus importants. Au plus bas de l'échelle de revenus, ça fait 46% des personnes interrogées qui disent se restreindre sur la quantité de nourriture dans leur assiette et 38% parfois sauter un repas. Et ces chiffres sont d'autant plus importants que les personnes qui répondent ont subi une perte de revenus conséquente depuis le confinement. Donc voilà, donc en fait, ce n'est pas une crise conjoncturelle, ce n'est pas juste la crise du Covid, c'est vraiment la faillite du système alimentaire. Et le constat de cette faillite appelle pour nous le besoin de créer un autre système alimentaire, et donc de penser en termes de système et d'autonomie alimentaire, et pas simplement en termes d'entraide et d'urgence, même si ponctuellement et dans l'urgence, c'est évidemment formidable et très important que des gens se soient mobilisés. Et pour nous, aussi, dans nos premières discussions et réflexions depuis ce printemps, la question de cet autre système alimentaire est inséparable des enjeux écologiques, est inséparable aussi des enjeux sociaux, et notamment des enjeux sociaux dans l'agriculture. Donc, c'est-à-dire, c'est toute la question du revenu des paysannes et des paysans, et se dire que le système est en faillite tellement à tous les bouts, que le système à reconstruire, il doit pouvoir répondre à toutes ces nécessités. Et notamment de recréer des liens entre ville et campagne, en se disant qu'il y a une interdépendance entre les villes et les campagnes. Actons cette interdépendance, reconnaissons-la, mais surtout, à partir de cette compréhension, construisons des liens d'entraide mutuelle et de relations personnelles entre habitants des villes, et notamment de quartiers populaires comme ceux d'Aubervilliers, qui sont très bétonnés, qui sont sans lien quasiment avec les terres agricoles. Alors qu'ici, ça a été une ville maraîchère et des terres agricoles jusqu'à la fin du XXe siècle. Donc c'est une histoire riche et en fait très récente. Et donc entre ces habitants et des paysannes et des paysans. Et donc le cycle de rencontres qu'on vous propose à partir d'aujourd'hui va vraiment tout faire pour à chaque fois proposer des paroles d'habitants de villes et de quartiers et de paysannes et de paysans. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Anan, qui va parler tout à l'heure, qui est paysanne à Chelles. Donc tout ça pour dire que ça tourne, on tourne, et pour nous c'est très important, autour de cette idée d'autonomie alimentaire. Se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se doter d'outils, d'espaces pour renforcer l'autonomie alimentaire de tout le monde. Alors, je vais plus rapidement. Pour partager quand même une information qui nous semble aussi importante, c'est avoir en tête que, à côté de ce qu'on a décrit donc, pour une ville populaire comme Aubervilliers, il y a un autre phénomène très important, là du côté du monde agricole et du monde rural, c'est que d'ici 10 ans, environ 300 000 agriculteurs et agricultrices vont partir en retraite. Ça veut dire qu'on estime qu'il y a environ 7 millions d'hectares de terres agricoles qui vont être, entre guillemets, disponibles, en tout cas potentiellement disponibles. Et donc l'enjeu aujourd'hui, pour plein de gens, c'est de voir comment reprendre ces terres. Et reprendre ces terres de manière à œuvrer donc pour un meilleur système alimentaire. Donc ça, ce sont des discussions qui ont lieu dans plein d'endroits. Notamment, il y a l'association Terre de Liens qui travaille beaucoup là-dessus. Et Terre de Liens, on a Loïc de Terre de Liens qui va faire une présentation tout à l'heure. Donc il vous expliquera ça plus en détail. Mais c'est aussi des idées qui sont portées depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, portées aussi par la Confédération paysanne, évidemment, et par plein de collectifs. Et je pense notamment au petit réseau des communaux. Donc c'est un groupe de discussion qui s'est créé aussi pendant le confinement et aussi autour de la question de défendre l'entraide,
autour des vies vulnérables et défendre surtout des espaces collectifs et communs. Et donc, il y a des personnes ici, des communaux, qui peut-être prendront la parole tout à l'heure. Juste pour vous dire que c'est une discussion qui est vraiment largement partagée aujourd'hui, cet enjeu de reprise de terre, et qu'ici, on se propose juste d'être un collectif qui ajoute, mais il y a des choses qui se discutent dans plein d'endroits par ailleurs. Et que évidemment, on est en Île-de-France. Donc là, derrière moi, il y a toutes ces cartes qui ont été installées par JB Fourmont, donc une des personnes du collectif, qui va parler aussi tout à l'heure, et parler de cette pression foncière aujourd'hui en Île-de-France, avec cette vague de bétonisation qui continue sur des terres agricoles, donc sur des terres nourricières, des terres vivrières, et que pour nous, le projet de reprendre ou d'acquérir collectivement des terres agricoles, c'est aussi un geste pour les arracher à ce mouvement de bétonisation. Donc ce contexte-là est vraiment très important à avoir en tête. C'est évidemment des choses qui sont portées par plein d'autres collectifs. On pense notamment à toute la lutte des terres de Gonesse, au collectif Karma. Enfin voilà, si vous voyez sans doute de quoi on parle, mais sinon on en expliquera tout à l'heure. Pour terminer, on a un collectif ouvert, on a un collectif très jeune, donc ça veut dire que tous ceux et toutes celles parmi vous qui ont envie de participer à cette discussion, vous êtes les bienvenus, parce qu'on pense qu'il faut absolument diffuser cette discussion puis diversifier ses participants. On a commencé à ouvrir quelques chantiers entre nous, la question par exemple de la forme juridique, reprendre des termes et comment, avec quelle forme. Donc là, on a commencé des discussions avec une foncière, qui est la foncière Antidote, qui porte l'idée d'un fonds de dotation, à laquelle on a commencé à réfléchir. Et donc, il y a aussi Terre de Liens, comme je disais tout à l'heure, qui propose aussi des formes juridiques. Donc, tout ça est sur la table, comme évidemment aussi la question de reprendre quelle terre pour y faire quoi, du maraîchage, des vergers, du petit élevage, des poulaillers, des plantes aromatiques, enfin... Il y a énormément de choses qui sont possibles et il faut que ça se discute collectivement pour que ça ait du sens pour toutes celles et tous ceux qui participeront à ce mouvement. Et enfin, vous dire que si ça vous intéresse, d'ores et déjà, on a une prochaine date de réunion, c'est le 15 novembre. On vous redira le lieu, etc. Mais en tout cas, 15 novembre. Et également vous donner une autre date qui est une conférence qui se tiendra à Aubervilliers le 13 octobre. Donc là, c'est organisé par les communaux, donc ce petit groupe d'idées dont je vous parlais. Et donc le 13 octobre, au labo d'Aubervilliers, ce sera une conférence par Flaminia Padeou, qui est une chercheuse et qui travaille notamment sur l'agriculture urbaine. Donc là aussi, toute une discussion qui est très en lien avec ce qu'on va discuter aujourd'hui. Je propose de passer la parole tout de suite à Héloïse et Corentin, donc des BSP, donc Brigade de Solidarité Populaire, à Aubervilliers. Et donc, ils vont nous expliquer à la fois ce que vous avez observé pendant le confinement et puis ce que vous avez essayé de mettre en place en termes d'action collective et auto-organisée. Donc nous, on fait partie des Brigades de Solidarité Populaire. C'est un groupe qui s'est monté pendant le confinement. En fait, c'est un mouvement qui vient d'Italie et qui a essaimé un peu partout, en France, en Espagne, en Belgique et en Île-de-France aussi. Donc, il y a plusieurs groupes très locaux. Donc, nous, on est une brigade Aubervilliers-Pantin et pendant le confinement, en fait, on a organisé... c'est un groupe de auto-organisés qui basé sur la solidarité et l'entraide et le soutien aux plus précaires. Et donc, ce qu'on a vu vraiment, c'est qu'il y avait des gros besoins d'un point de vue alimentaire et hygiène. On a fait pas mal de récup dans les supermarchés, récup dans les marchés, après achat aussi auprès de primeurs en local, vraiment à peu cher. Et on a eu plusieurs espaces de distribution, à la fois de récupération de dons et de distribution. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait effectivement des gros besoins d'un point de vue alimentation, notamment alimentation en légumes, parce qu'il faut savoir aussi que déjà les assos, vous le savez tous et toutes, il y a plein d'assos de solidarité qui sont arrêtés pendant le confinement et qui ont eu beaucoup de temps à reprendre. Et même quand ils ont repris, en fait, des trucs comme les Restos du Cœur ou ce genre de choses, en fait, ils donnent de la bouffe
voilà, des boîtes, des choses, et il y a un gros besoin en légumes et produits frais, quoi. Et en fait, on a vu plein de gens que vous connaissez ici, qui sont dans des situations d'emploi non déclaré, qui du jour au lendemain n'avaient vraiment plus rien pour manger, quoi. Donc c'est vrai que ce que disait Jade tout à l'heure, quoi, c'est vraiment une grosse question, la question alimentaire. Nous, on continue, donc on a fait plein de distributions pendant le confinement, et puis on continue nos actions. On fait aussi des distributions de vêtements, et tout ça avec des habitants et des habitantes. On va aussi sur le canal pour faire des maraudes auprès des exilés, voilà, auprès vraiment des plus précaires. Je pense qu'au départ, on venait ici en tant qu'observateur et puis on nous a demandé de prendre la parole parce que, comme ça a été dit aussi, l'idée c'est de faire des liens. Donc, voilà ce collectif, peut-être on peut dire qu'il regroupe une vingtaine, une trentaine de personnes, plus ou moins actives depuis maintenant 6 mois. Et donc, voilà, de raconter ce qui se fait, de voir s'il y a des ponts possibles, s'il y a des gens qui aussi potentiellement peuvent avoir envie de participer à ces groupes d'entraide autogérés. Voilà. Un point peut-être sur lequel j'insiste un tout petit peu plus, c'est le côté politique. Les brigades se présentent comme un collectif autogestionnaire qui souhaite rester en dehors de toute forme de subvention et puis qui va avoir une revendication politique. Et donc l'idée, c'est de faire de la solidarité, c'est-à-dire de participer à tous ces récup, ces distributions, mais de le faire avec une dimension fortement politique, c'est-à-dire en discutant pourquoi est-ce que l'État n'est pas capable d'assurer la solidarité alimentaire, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas telle et telle institution quand il y en a besoin, donc en contrepartie de dire c'est à nous de l'organiser, puisque eux ne sont pas capables de le faire, c'est à nous de prendre les choses en main et de l'organiser. Voilà, donc actuellement il y a des réunions 2 fois par mois qui se font au Léo, c'est le laboratoire écologique zéro déchet qui est à Pantin, les lundis soirs. Là aussi, c'est un collectif ouvert qui est rejoignable. Donc, il y a besoin de monde aussi pour continuer à faire ces récup, ces distribs, ce lien avec ceux qui en ont besoin. Et voilà, je crois que fait le tour. Et il y a une page Facebook aussi, BSP, Aubervilliers, Aubert-Pantin. Merci beaucoup. Du coup, moi, je vais plus présenter la Pépinière, donc, qui est une association qui est juste à côté, qui occupe une vieille ferme qui s'appelle la ferme Mazier, dans laquelle on aurait dû vous accueillir, mais à cause du Covid, on a dû se déplacer ici. Donc, je vais essayer de faire rapidement, mais en gros, la Pépinière, c'est un collectif de citoyennes et de citoyens d'Aubervilliers qui s'occupe et occupe la dernière ferme en activité de la ville, qui a été rachetée par la municipalité il y a 30 ans, et sur lequel, en fait, il n'y a eu pas de projet jusqu'à présent. Et donc, en gros, nous, on essaye de se penser comme un commun qui a vocation à valoriser une alimentation saine, locale et bon marché. En gros, c'est la charte de base. Et en fait, on s'appelle la Pépinière parce qu'on est une fédération de plein de petits projets à géométrie variable, avec des gouvernances différentes, etc., mais qui partageons ensemble un espace, des savoir-faire, des fonds et une communauté, quoi, pour valoriser une alimentation saine, locale et bon marché. Donc du coup, pour faire très rapidement, on a 5 projets en cours. Donc il y en a un, c'est un fournil et une cuisine mobile communale qu'on descend en pied d'immeuble ou dans les événements de la ville, et on fait des ateliers de cuisine après libre, de conservation, de pizza, de goûter, de trucs comme ça. On a une microbrasserie dans laquelle on fait des initiations au brassage de bière, et on boit de la bière. On a une épicerie coopérative dans laquelle, en gros, on achète en gros des produits issus d'une alimentation, enfin d'une agriculture durable, et qu'on se redistribue sans marge. Donc chacun crédite un compte et voilà. Donc c'est pour donner accès à des produits au prix producteur. Et on a en fait du coup cette action qui s'est montée pendant le confinement. Donc ça, je vais m'attarder un tout petit peu plus dessus. En fait, du coup, pendant le confinement, on s'est retrouvé bloqué avec le lieu fermé, etc., et dans une sorte de choc pendant la première semaine où plus rien n'était faisable. Donc, on se faisait des réunions sur Zoom, etc. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte, comme tout le monde, qu'en fait, il y avait énormément de personnes, dont des adhérents, qui se retrouvaient dans une énorme difficulté à se nourrir dignement, quoi. Beaucoup de parents isolés qui, avec même juste 3 enfants, allaient faire des courses tous les jours. Ça devenait impossible, quoi. Et en fait, avec
la cantine qui fermait, tout d'un coup, ça devenait absolument ingérable. Donc beaucoup de personnes qui n'avaient pas du tout l'habitude de faire appel au service d'aide alimentaire, quoi, qui sont tournés vers nous parce qu'ils savent qu'on fait de la nourriture. Et donc très rapidement, dès la deuxième semaine, en fait, on a monté un collectif d'une 40aine de bénévoles qui sont mis à faire des livraisons. Et en fait, parmi nous, il y a des gens qui font de la cyclo-logistique, enfin de la livraison à vélo. Et donc du coup, on a pu bénéficier d'une plateforme de vélo, etc. Et donc très rapidement, on est monté à 500 repas jour. Et on travaillait avec le CCAS qui nous envoyait des familles, etc. Donc on remplissait vraiment le rôle de la municipalité. Et en fait, on était en lien direct avec des bénévoles de la cantine départementale qui faisaient des plats en barquette, au début bénévoles, juste en vidant les stocks des cantines. Et ensuite, le préfet a suivi, etc. Et donc, on a eu des réassorts. Mais donc, tout d'un coup, on s'est retrouvés en lien très direct avec une cantine départementale, etc., pour vraiment remplir une fonction de distribution alimentaire fléchée par le CCAS. Et dans toute cette idée justement de commun, en fait, de la manière aussi dont on s'occupe de la ferme Mazier, qui est un lieu patrimonial et ouvert à tous, etc., on s'est rendu compte qu'effectivement, des citoyens auto-organisés étaient vraiment capables de mener de front des politiques publiques et de manière en fait, très, très efficace. Juste à titre d'exemple, en fait, pendant les 3 premières semaines du confinement, on était la plus grosse distribution du département. Donc, plus que la Croix-Rouge, le Secours populaire ou l'Ordre de Malte, parce que justement, eux, ils avaient des problèmes tout d'un coup dû au choc, les gens étaient en chômage partiel, qui ne pouvaient pas du tout s'organiser. Donc, ils ont tout fait pour se réorganiser très rapidement, mais il y a eu 3 semaines où effectivement les Restos du Cœur étaient complètement fermés, l'Ordre de Malte faisait des toutes petites distribs, etc. Et donc, on a pu, comme ça, on peut faire un peu tampon. Et donc, on a fait ça 6 jours par semaine pendant tout le confinement. Et en fait, après, le collectif de la Pépinière s'est un peu rassemblé. Donc, c'est géré par une collégiale qui est ouverte à tous. Et donc, on a eu des discussions de fond, en fait, sur justement qu'est-ce que c'était que cette aide alimentaire. Et on s'est tous un peu formés à ce truc qu'on ne fait pas du tout. Enfin, nous, on fait beaucoup de bouffe à prix libre, mais on ne considère pas du tout ça comme de l'aide alimentaire, quoi. Et du coup, on s'est tous un peu formés à ces questions de démocratie alimentaire, aux biais qu'il pouvait y avoir aussi dans les systèmes d'assistanat alimentaire, quoi, qui sont très liés à la surproduction, à la PAC, etc. Du coup, on a un peu modifié le projet pour arrêter de livrer de la bouffe en barquette déjà cuisinée, parce qu'aussi on avait observé que on essayait d'ajouter le maximum de récup, de ringis, des marchés, etc., pour que les gens aient aussi des trucs à cuisiner. Mais évidemment que les gens préféraient avoir des aliments bruts qu'ils pouvaient cuisiner eux comme ils voulaient, plutôt que des plateaux repas sous plastique. Puis en plus, nous livrer des trucs déjà cuisinés, sachant qu'on est autour des savoir-faire et de l'entraide, on trouvait ça dichotomique avec notre projet, quoi. Donc du coup, on s'est mis à faire les pépis récup, et du coup là, tous les samedis pendant tout l'été, et puis là, ça c'est en train de changer de forme, mais on va faire des récup au marché, et ensuite on fait de la cuisine collective, et on fait des étals, on fait des marchés marchés gratuits, quoi. En fait, on fait des grandes étals avec toutes les récup, et les gens viennent se servir. En fait, c'est un peu cette expérience-là qui a été très intense, qui nous a poussé à essayer de réfléchir avec un petit collectif justement à ces questions en fait de droit à l'alimentation saine, et du coup de remonter assez rapidement la chaîne au problème de la propriété des sols, quoi, et de la façon aussi en fait dont on a pu observer que nos quartiers étaient en fait vraiment des enclaves, quoi, des déserts où les politiques publiques n'étaient pas du tout pensées du point de vue de nos quartiers, dans des corps différents, dans des espaces différents, et que pour nous ça a été extrêmement brutal, quoi. Surtout au Aubervilliers, il y a vraiment eu un truc très très violent, quoi, et que du coup il fallait trouver des moyens de se doter de moyens de subsistance plus costauds, quoi. Et aussi il y a eu cette réflexion de se dire que on était des enclaves, effectivement les quartiers c'est des enclaves médicales, c'est des enclaves culturelles, etc., et que le monde rural en face souffrait aussi de beaucoup de choses qui les isolait aussi, et que peut-être justement essayer de monter des espaces de vraie solidarité et d'entraide entre ces deux espaces qui a priori tout opposent parce que c'est des populations différentes, parce que les uns sont pas à l'aise dans les autres espaces et vice versa, etc., et que c'est quand même construit dans des imaginaires collectifs très très différents, mais que finalement en fait on pouvait trouver plein de sujets sur lesquels on pouvait construire une vraie entraide qui nous sortait tous de la Hesse, quoi. Et du coup, on est vraiment ravis de pouvoir vous accueillir malgré tout. Et donc, merci beaucoup d'être venus.